Est-ce que Vladimir Poutine est le maître du jeu? Oui et non. Il l'est dans une certaine mesure parce qu'il atteindra les objectifs qu'il s'est fixés en Ukraine. Et il les a pratiquement déjà atteints en réalité. Et il les a atteints parce que les Occidentaux n'ont pas su comprendre ce que cherchait la Russie. Les Occidentaux sont restés sur un narratif qu'ils ont créé eux-mêmes, et par conséquent, ils n'ont pas compris ou voulu comprendre quelle était la démarche russe. Je dirais qu'ils n'ont pas voulu comprendre parce que ça les arrangeait de ne pas le comprendre. Ils n'ont pas manœuvré, en fait, pour l'Ukraine, ils ont manœuvré contre Poutine. Si les Occidentaux avaient eu la moindre compassion ou la même compréhension, non pas seulement de ce que voulait la Russie, mais de l'enjeu qui était posé pour la population ukrainienne et pour l'Ukraine, ils auraient réagi différemment. Mais en réalité, ce qui s'est passé, c'est que, et d'ailleurs la stratégie américaine est assez claire, de nouveau, elle a été énoncée, écrite, on la trouve dans des documents, donc je ne vais pas détailler ça ici. Ces documents sont d'ailleurs tout à fait accessibles sur Internet. C'est des documents qui ont été écrits par la Rand Corporation, qui décrit exactement la stratégie que voulaient faire les Américains à propos de l'Ukraine et contre la Russie. Et ce qu'on voit aujourd'hui est un déroulement et la concrétisation de cette stratégie. Donc il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Et donc on s'aperçoit bien dans ces documents que les conséquences qui allaient être supportées par l'Ukraine n'entraient absolument pas dans le calcul des Occidentaux. Absolument pas. À aucun moment, on s'est penché sur quelles allaient être les conséquences sur la population ukrainienne. On a voulu isoler la Russie sur le plan international et on a en fait instrumentalisé l'Ukraine à cet effet. Alors, Poutine en a profité pour réaliser ses objectifs, mais qui sont opérationnels, c'est-à-dire enlever la menace sur le Donbass. C'est ça son objectif clair. L'objectif sous-jacent qui est derrière, c'est d'utiliser cette victoire pour négocier une neutralité de l'Ukraine. Est-ce qu'il va atteindre cet objectif? Là, on ne sait pas. C'est pour ça que je ne veux pas dire s'il est totalement maître du jeu. Ce qu'il y a de sûr, c'est que le fait qu'on n'ait pas, disons, surtout, je parle surtout des Européens, parce que les Américains avaient une idée claire. Comme j'ai dit, ils voulaient isoler la Russie. Donc, à partir de là, ils ont fait ce qu'ils voulaient faire. Voilà. Les Européens, c'est un peu différent, parce que je ne suis pas sûr que les Européens partagent le même objectif que les Américains. Ils ont suivi aveuglément les Américains, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient bien compris quels étaient les enjeux derrière. Et pour suivre les Américains, les Européens ont carrément piétiné leurs valeurs. De ce point de vue-là, je dirais que les Européens ont perdu et donc ont en fait donné un avantage à Poutine parce que s'ils avaient compris Poutine, ils auraient pu contourner la volonté des Américains, arriver à un résultat politique sans doute plus efficace avec la Russie, sans passer par le sacrifice de la population ukrainienne. Et là, il y a quelque chose qui m'a dérangé, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, et on voit d'ailleurs très clairement, vous voyez qu'aujourd'hui, lorsque Zelensky veut négocier, l'Union européenne vient derrière avec des armes. Donc on voit que l'objectif des Européens n'est pas d'avoir une solution politique. Et d'ailleurs, Joseph Borrell l'a dit. Donc on est dans une exploitation, en fait, du peuple ukrainien. Si j'étais ukrainien, je serais presque autant fâché contre la Russie que contre l'Union européenne, ou les Européens. Donc cette aide occidentale à l'Ukraine, quel est l'objectif de ces envois d'armes, finalement? De continuer le conflit?
Alors, le problème, c'est un petit peu la même situation qu'en 2003, lorsque les Américains ont attaqué l'Irak. Et je vais peut-être répondre à votre question en passant par 2003. On a reproché aux Américains, et notamment aux services secrets américains, d'avoir favorisé une fausse information sur l'Irak pour attaquer l'Irak. En réalité, si on réfléchit bien, les Américains voulaient attaquer l'Irak. Ils ont adapté l'information qu'ils avaient en vue de cet objectif. Ils ont fait la propagande nécessaire en vue de cet objectif et ils ont attaqué l'Irak. Le problème, ce n'est pas les Américains, si vous voulez bien. C'est les Occidentaux qui n'ont pas été en mesure de dire aux Américains « Halte, vous nous trompez ». Et quand vous regardez les discussions au Conseil de sécurité avant l'intervention en Irak, vous apercevez qu'à aucun moment les Occidentaux opposent aux Américains du renseignement, des faits. Le discours de Villepin devant le Conseil de sécurité, qui est une pièce d'anthologie, est magnifique au niveau des principes, mais il énonce que des principes. Il n'y a pas un seul fait qui est opposé aux falsifications présentées par les Américains. Et donc, si vous voulez, les Américains n'ont fait que mettre en marche une mécanique en vue de leur objectif. Je ne disculpe pas les Américains, mais je dis qu'ils ont fait ce qu'il fallait pour parvenir à leur objectif. Par contre, les Européens n'ont pas fait ce qu'il fallait pour parvenir à leur objectif, qui était d'empêcher la guerre. Et on a la même situation aujourd'hui. Les Américains font ce qu'ils pensent devoir faire pour arriver à leurs objectifs, juste ou faux, on peut discuter ça, mais ils font ce qu'il faut pour atteindre leur objectif, qui est d'isoler la Russie. Est-ce que c'est vraiment l'objectif des Européens? Quand vous voyez aujourd'hui ce qui se passe en Allemagne, vous pouvez dire, mais en fait, les Allemands n'ont aucun intérêt à ça. Rigoureusement aucun. Et pourtant, ils le font quand même. Donc c'est là où vous voyez que dans l'Union européenne, d'abord, il n'y a eu aucune solidarité vis-à-vis de l'Allemagne. C'est intéressant de voir ça. On est totalement en solidarité avec les Américains dans cette affaire. Et je ne parle même pas de la phase du conflit ouvert, où on pourrait dire, oui, solidarité avec les Ukrainiens, etc. Mais dans la phase préalable du conflit, on a appliqué, l'Union européenne n'a fait que renforcer le message ou la stratégie américaine contre ses propres membres, en réalité. Et c'est là où on voit que les Européens, en fait, ont travaillé contre leurs propres objectifs dans cette affaire, au profit des intérêts américains. Et ça, au prix de la sécurité, de l'intégrité territoriale, physique aussi, des Ukrainiens. Et donc, c'est là où je vois l'effet extrêmement pervers de toute cette crise. Quand vous avez quelqu'un qui a décidé de faire quelque chose, ok, il a décidé, il applique les méthodes, on peut discuter, on peut condamner la stratégie américaine, tout ça. Ok, d'accord, parfait. On peut faire la même chose du côté russe. Mais du côté européen, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi l'Union européenne n'est pas parvenue à s'établir en arbitre, en quelque sorte, entre ces stratégies opposées, antagonistes. Et dans le conflit même, d'ailleurs, l'Union européenne ne s'est pas posée en arbitre, mais s'est posée comme un joueur sur le terrain. Et là, je vois pour comment dire, j'allais dire l'ordre international, d'une certaine manière, je vois un danger très grand, c'est que l'Union européenne n'est pas cette entité qui se met au-dessus de la mêlée, mais carrément dans la mêlée, devient un acteur au même titre que les autres. Simplement, elle n'a pas les moyens d'envoyer des soldats, alors elle fait que d'envoyer des armes. Mais en fait, elle attise le feu autant que de l'autre côté. Et c'est pour ça que j'ai écrit le livre. C'est parce que je pense qu'en fait, on n'a absolument pas été dans le sens de nos valeurs. Au contraire,
On les a totalement sacrifiés au profit d'une stratégie qui finalement ne satisfait vraiment que les Américains. Et encore, on pourrait encore se poser la question si cette stratégie est pertinente, puisque les Américains ont tout à perdre dans cette affaire. Et aujourd'hui, on voit, après que les sanctions ont été prises, etc., on peut se demander si vraiment les Américains ont gagné quelque chose dans cette affaire. Mais bon, ils ont peut-être fait un gain intellectuel, ou, bon, ok, pourquoi pas. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que les Européens vont payer le prix fort de cette crise. On le voit déjà avec l'inflation, l'augmentation des prix, etc., qui résulte en fait des sanctions occidentales, mais pas directement de la guerre. Parce qu'on n'a pas défendu la démocratie en Ukraine. L'Ukraine n'a jamais été une démocratie. Zelensky lui-même, d'ailleurs, il n'est pas libre de ses décisions, il l'a dit lui-même, d'ailleurs. Et on a vu dans la presse ukrainienne, parce que je rappelle que dans mon livre, il n'y a que des sources occidentales ou ukrainiennes, il n'y a rien d'autre. Et on voit dans la presse ukrainienne des personnalités de l'extrême droite, puisque vous savez que Zelensky a été élu avec comme projet la paix avec la Russie. Mais on ne lui a pas laissé faire ça. Et d'ailleurs, les militants d'extrême droite ont dit clairement, et on le trouve dans la presse ukrainienne, ils ont dit, si vous faites la paix, c'est une trahison, on vous élimine. Et on voit très bien que Zelensky, aujourd'hui, dans la phase de négociation qui se déroule en Turquie, il fait un pas en avant, un pas en arrière, parce que chaque fois qu'il fait des propositions, il y a quelqu'un qui vient, puis qui lui tape sur l'épaule, puis qui dit « attention ». Ça ne va pas. Et donc, on voit qu'il est pris entre deux feux. Je pense que Zelensky est dans une situation extrêmement difficile, peut-être plus à cause de ce qui se passe à l'ouest qu'à cause de ce qui se passe à l'est. Alors bon, vous allez me dire, évidemment, il y a un conflit, il y a une pression militaire, on ne va pas enlever cette responsabilité-là. Mais sa liberté de manœuvre politique est à peu près nulle à cause de ce qui se passe en Ukraine même, et du côté occidental. Et donc, on n'a pas vraiment défendu la démocratie. D'ailleurs, on omet de le dire, mais je le mentionne dans mon livre, ces dernières années, toutes les chaînes de télévision qui étaient plus ou moins favorables aux russophones ont été interdites, la presse pro-russophone a été interdite, il y a certains leaders de l'opposition pro-russe ou russophone qui ont été arrêtés. Donc, on n'est de loin pas dans une démocratie. Mais bon, il y a beaucoup de pays qui ne le sont pas, et l'Ukraine n'est qu'un seul parmi beaucoup. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'en Occident, on a volontairement fermé les yeux sur ces aspects-là. On n'a pas du tout réglé, par exemple, le problème de la corruption, qui avait été un des moteurs des émeutes de Maïdan. En réalité, je le montre dans mon livre, et de nouveau, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les organismes de financiers occidentaux qui l'ont déterminé. La corruption a augmenté de 30% entre 2014 et 2020 en Ukraine. Donc on n'a absolument rien fait pour supprimer la corruption. Au contraire, on l'a probablement davantage stimulé, et les Américains d'ailleurs aujourd'hui commencent à s'interroger puisqu'ils ont découvert que le fils de Joe Biden était impliqué justement dans des affaires de corruption en Ukraine dans les années qui ont précédé l'élection de Joe Biden. Cette information avait été mise de côté, on avait dit que c'était de la désinformation russe, puis aujourd'hui on s'aperçoit que ça n'était pas de la désinformation russe. Tout le monde, et probablement les Occidentaux, ont été les premiers promoteurs de cette corruption qu'on voulait combattre. Je pense que les Occidentaux n'ont absolument pas aidé l'Ukraine comme ils le disent, et que soit par incompétence, soit par perfidie, ils ne l'ont en tout cas pas fait. Ils ont conduit l'Ukraine vers une situation qui ne pouvait qu'envenimer le conflit et donc arriver à un conflit armé. Vous avez beaucoup parlé des Européens, des Américains, des Occidentaux en général, mais vous n'avez pas cité, c'est Emmanuel Macron. Comment analysez-vous le rôle de la diplomatie française, l'action d'Emmanuel Macron dans ce conflit ?
Alors, l'importance d'Emmanuel Macron, et c'est intéressant parce que les Américains, en jugeant le conflit, donc je parle des gens qui ont un regard, entre guillemets, de renseignement sur le conflit, attribuent à Emmanuel Macron une très grande responsabilité. C'est pratiquement une des plus grandes responsabilités occidentales dans ce conflit. Pourquoi ? D'abord parce que la France était l'un des deux garants des Ukrainiens lors des accords de Minsk. Par conséquent, c'était à eux d'inciter et de surveiller, si vous voulez, la mise en œuvre des accords de Minsk du côté ukrainien. Et les Ukrainiens ou plutôt les dirigeants ukrainiens, devrait-on dire, ont rechigné à ouvrir un dialogue avec les républiques du Donbass, parce que c'est de ça en fait qu'il s'agit. Les accords de Minsk sont essentiellement l'ouverture d'un dialogue avec les républiques autonomistes de façon à trouver une solution constitutionnelle aux problèmes linguistiques, les problèmes culturels associés aux minorités. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse en disant qu'on a beaucoup parlé du problème linguistique avec les Russes, mais qu'en fait, le problème linguistique touche aussi les minorités magyares et les minorités roumaines. Et que soit la Roumanie, soit la Hongrie ont à plusieurs reprises alerté ces dernières années l'Union européenne, car leurs minorités faisaient l'objet de discrimination et de violences en Ukraine même. Et ce n'est pas pour rien si aujourd'hui, soit la Hongrie, soit la Roumanie n'ont pas voulu participer au transfert d'armes vers l'Ukraine parce que, justement, ils ont toujours ce contentieux avec leur minorité. Et la solution des accords de Minsk aurait permis de trouver une solution aussi pour ces minorités-là. Et les dirigeants ukrainiens, pour différentes raisons, refusaient ce dialogue. Et c'est pour ça que les accords de Minsk ont été bloqués. Et c'est aussi pour ça que dans le format Normandie qui a été promu par les Français, beaucoup, on n'a jamais pu aborder cette question parce que dans le format Normandie, vous n'avez pas les dirigeants des républiques du Donbass. Vous n'avez que les dirigeants des pays. Et vous n'avez pas les dirigeants des républiques du Donbass. Donc là, il y a eu, en voulant passer des accords de Minsk au format Normandie, Emmanuel Macron et sa diplomatie, d'ailleurs, si vous voulez, ont essayé de contourner les accords de Minsk. Ça, c'est leur première responsabilité. La deuxième responsabilité de la France, c'est qu'elle fait partie du Conseil de sécurité. Or, les accords de Minsk font l'objet d'une résolution du Conseil de sécurité qui a été entérinée par les 5 membres permanents, dont la France. Et donc la France avait une double responsabilité de faire appliquer ces accords de Minsk, et elle ne l'a pas faite. Et par la suite, dans les différentes, notamment donc pendant des années entre 2015 et 2021, il n'y a eu absolument aucun progrès dans l'application des accords. Et à partir de 2021, je dirais même à partir du début 2022, alors que les tensions semblaient augmenter, Emmanuel Macron, voyant la perspective de la présidentielle s'approcher, a commencé à s'agiter et à essayer de rattraper le temps perdu. Mais la diplomatie française, je pense, a totalement loupé le coche, parce qu'elle n'a absolument pas... Il n'y a pas eu de préparation à la signature des accords. Donc quand Emmanuel Macron, en visite à Moscou en février, a parlé des accords de Minsk, c'était très sympathique, mais ça n'a pas pu se concrétiser dans les jours qui ont suivi, parce que la diplomatie française n'avait absolument pas préparé le terrain pour ça. Et les réunions qui ont eu lieu notamment à Berlin, dans le cadre du format Normandie, ont vu d'une solution, eh bien, n'ont absolument débouché à aucune réponse dans le cadre des accords de Minsk, parce que tout simplement la diplomatie a été incapable, la diplomatie française a été incapable de le faire. Donc je pense que Vladimir Poutine a eu le sentiment que les promesses que lui avait faites Macron étaient en fait des promesses
vide. Et par conséquent, il y a eu là il y a eu un effet pervers, c'est qu'on a laissé miroiter la possibilité d'une solution venant des Occidentaux. Or, en fait, Macron était totalement impuissant à réaliser les promesses qu'il avait faites. Et malgré toute l'agitation qu'il a faite à partir de la moitié mi-février, eh bien, il n'a pas pu éviter le désastre.